Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de cinéma, de manga, de littérature et de musique. Et aujourd'hui, on s'attaque au deuxième volet de La Légende, Dr. Dre. Pour cette deuxième partie de l'inégalable Dr. Dre, on retrouve l'équipe de titulaires de Parole Véritable, bien sûr, le Bougarano Flexstar. Bienvenue mes amis, de nouveau. Merci. Merci de nous recevoir, vraiment. On a perdu Driver en route. On va pas vous mentir, Sug Knight nous a appelé. Il n'a pas trop apprécié la dernière fois. Donc voilà, on salue Driver. On te laisse gérer ça tranquille. Donc on est, nous trois, les amis, pour cette deuxième partie, puisqu'on ne pouvait pas tout faire tenir en 1 heure sur Dr. Dre. On se l'était dit déjà un petit peu avant en antenne, mais là, non. Donc, on s'est laissé sur un cliffhanger de ouf. C'était l'introduction de Eminem à Dr. Dre. Donc, on va reprendre là. On en était à, voilà, on lui fait écouter une maquette. Bim, Dr. Dre, il kiffe. Mais après ce kiff, qu'est-ce qui se passe, messieurs ? Il se passe pas mal de choses. Il faut rappeler déjà la manière dont ça se fait. Ça se fait souvent sur des concours de circonstances. Dr. Dre, il est avec Jimmy Iovine. Ils écoutent il le ramène dans son garage où il a des tonnes de cassettes. Des tonnes de cassettes. Et il prend une cassette et il écoute. Et il entend Eminem rapper. Et tout de suite, il se dit attends, là, c'est spécial, là, c'est particulier. C'est qui ce gars-là et tout. Il y a un interne de Aftermath qui dit non, moi je l'ai rencontré ce gars-là hier soir dans un battle et tout. Il m'a donné son CD. Allez, let's go. Il le contacte et tout. Eminem, il ne sait pas qui il appelle. Donc, on lui dit, tu viens à Interscope. Il rentre dans un bureau. Boum, Dr. Dre. Boum, Jimmy Iovine. Sachant que Eminem, il est de Détroit là-bas. Donc, voilà, Détroit, Los Angeles. Ouais, ça fait une petite crotte. Voilà, déjà, c'est pas à côté et c'est pas la même life. Bien sûr. Détroit, ville sinistrée, ville de la Motown, une ville emblématique, mais industrie automobile, ville très industrielle qui a énormément perdu dans plusieurs récessions, etc. Donc, une ville très pauvre. Et il est à Los Angeles, des étoiles plein les yeux, je suppose. Bien sûr, clairement. Voilà. Donc, il arrive le lendemain, en fait. Ça se passe en un jour. Ah oui, ça se passe très rapidement. Très vite, oui. Il arrive là-bas, sachant que les locaux de Aftermath sont... Ils sont pas les mêmes, mais je crois qu'ils sont vers Santa Monica ou dans la banlieue de Los Angeles. Ça reste, le rêve californien. Voilà, oui. Surtout Santa Monica, tu vois, si c'est là-bas, voilà, c'est mignon. Et pour la petite anecdote, Dr. Dre ne savait pas qu'il était blanc, en fait. Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il écoute et il kiffe, etc. Mais quand il découvre la couleur d'Eminem, ça lui pose souci au début. On dit que ça lui pose problème. C'est une rumeur qui dit « Ah, il est blanc ». Il y a plein d'interviews où Dr. Dre en parle. Pas lui directement, mais il a dit, la formule est intéressante, et il dit « Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de racistes autour de moi, en fait. » Et il n'en avait aucune idée, en fait. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais il a les yeux bleus, il a les yeux bleus, il a les yeux bleus. » Bon, de toute façon, ça se passe très vite. Je le prends personnellement, là. Ouais, voilà. Parce que t'as les yeux bleus aussi, tout ça. Non, mais en fait, dès qu'il le reçoit, ça se fait très, très vite. Ils vont dans la maison de Dr. Dre, où Dre lui dit « Tiens, j'ai travaillé un petit instru, vite fait, tout ça. » Il met l'instru. Et tout de suite, Eminem s'est mis à rappeler « Hi, my name is... » Donc ça, c'est directement. Directement. Premier fait d'armes. Directement, du coup... Donc un hit en une journée, quoi, déjà. Un giga hit. C'est incroyable. Ça, on est en quoi, 97 99. 99 ouais, 98, 99. D'accord, ok. Slim Shady LP, c'est 99 qui sort. Ouais. Mais 98, on va dire, il prépare l'album. D'accord, ok. Vous voyez, moi, j'étais un an à l'Ouest. Je croyais qu'ils s'étaient rencontrés en 97 et qu'après, ça avait... Ouais. Non, donc la gestation... non, ça s'est fait très, très rapidement. En fait, c'est un coup de foudre amical. Parce que Eminem, il était dans l'optique d'impressionner Dr. Dre. C'est-à-dire, chaque instru qu'il va mettre, je vais rapper dessus. Et Dr. Dre, lui, voilà, il aime le talent, il aime les artistes talentueux. Il a travaillé avec les Snoop, qui étaient aussi à l'aise en studio, qui étaient des rappeurs instinctifs comme ça. Tout de suite, ça se fait. Et en fait, ils font quelque chose qui ne se fait jamais. Ils le signent le jour même. Attends. Comment ça? Donc, on est la veille. Il écoute Dre avec Iovine, ils écoutent Eminem. Ils le font venir le lendemain. Il rappe My Name Is.
Et tout de suite, Dr. Dre appelle Jimmy Iovine, il dit faut le signer tout de suite. Alors que normalement, pour signer un artiste, ça prend 2 mois. Non, ils l'ont signé directement. Un jour, ils l'ont signé. Je vous propose, on va ralentir un petit peu et on va s'écouter Eminem quand même pour kiffer un petit peu. Allez hop. Hi, my name is what? My name is my name is his name is Sadie. Hi, my name is my name is what? My name is his name is Sadie. Hi, my name is what? My name is my name is his name is Sadie. Hi, my name is my name is what? My name is his name is Sadie. Bon voilà, je pense qu'il était bon aussi de recontextualiser la lourdeur du titre qui se fait. Et ça donc, il le signe. Il le signe tout de Ils le suite. signent directement. C'est quoi la nature du deal du coup entre c'est Aftermath, c'est la première signature. Interscope Aftermath. Voilà. C'est la première signature Aftermath vraiment en tant qu'artiste solo et distribuée par Interscope qui est distribué après dans le monde entier par Universal et consorts. Là, on est en 99, vous me dites. Hein. 99, ouais. Quand l'album sort, en tout cas. Quand l'album Chez sort. Ricky, ouais. 99. Voilà. Ouais. Sachant qu'on le disait dans l'émission précédente, Dre, il avait empilé quelques échecs, Exact. somme toute relatifs si on prend le monde de la musique, mais Ouais. des échecs pour Dr. Dre, et commençait à avoir la pression. Vous pensez que quand il a écouté Eminem, il a vu une sorte de bouffée d'oxygène pour lui déjà, ou il s'est juste dit c'est un talent pur, il faut le faire émerger, il faut le faire péter. C'était Dr. Dre. Il a toujours 5 coups d'avance, donc effectivement. Et c'est un businessman aussi, hein, donc il a vu ce talent, il a vu qu'il était blanc, il a vu que potentiellement il pouvait ramener une autre audience, qui pouvait ouvrir. Tu penses que t'es un petit blanc de l'Arkansas, t'identifier à Suge Knight ou à Snoop Dogg, c'est un petit peu compliqué. Alors que quand tu vois On Eminem... parle plus de Suge Knight depuis qu'il a kidnappé Driver, c'est fini. Voilà. Pardon, Suge. Donc effectivement, d'un point de vue commercial aussi, c'est intéressant. Et pour le coup, il sait rapper. Et très bien, Très d'ailleurs. fort. Très Donc ça coule. Est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur le background d'Eminem? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Tu l'as dit, ou je sais plus qui l'a dit, il faisait beaucoup de battles. Hein. On connaît le film 8 Miles, mais il avait un passif plutôt lourd dans le rap, ou c'était quelque chose d'assez récent? En fait, dans la ville de Détroit, il était essentiellement connu pour les battles. Il y a un lieu culte de la battle à Détroit qui est le Hip Hop Shop, qui était dirigé par Maurice Malone. À la base, c'était un magasin de vêtements, mais il était plus connu pour les battles que pour les vêtements. Donc ça fait qu'après, il a fermé son magasin et il a fait une marque de vêtements. Et lui, Eminem, il en a profité, déjà avec son équipe D12, il en a profité pour avancer musicalement et essayer de percer. Il a fait un premier album en 96 qui s'appelle Infinity. Et entre-temps, 97, Dre crée Aftermath. 98, on contacte. Et là, il lance sa carrière en 99 avec le Slim Shady LP. Donc avant, il avait fait un album, mais échec, puisqu'il n'était pas connu, en tout cas, du grand public. Et Dre n'en avait jamais entendu parler, du coup. Jamais. Même le premier album... Non, c'était zéro. vraiment une galette qui est restée dans l'underground, en fait. C'était quelque chose qui n'était pas mainstream du tout. Et je reviens sur le fait qu'Eminem était blanc. Est-ce que vous pensez que certains ont pu voir un frein à la carrière d'Eminem, le fait qu'il soit blanc? Parce qu'on est dans 97, 98, 99. Le hip-hop américain, en tout cas, de ce type-là, c'est majoritairement noir. Il y a aussi des latinos, hein. Mais les blancs sont extrêmement minoritaires, voire inexistants. Bien sûr. Donc, Forcément. De toute façon, tout l'entourage de Dre lui disait ne le fais pas. Surtout que il vient d'essuyer 2 échecs, Dre. 2 échecs consécutifs, c'est pas commun pour lui. Et c'est là qu'on doit saluer aussi le génie de Jimmy Iovine. Il a toujours cru en Dr. Dre. Et la relation entre les deux, en vérité, c'est l'une des relations la plus importantes de la vie de Dr. Dre. Parce que s'il ne le suit pas, c'est compliqué. Là, il le suit et ils y vont, alors que c'est quelque chose de plutôt risqué. Et c'est un pari gagnant parce qu'on voit la suite, il a eu entièrement raison. Voilà, parlons de la suite. Donc, avant l'album, il y a le single qui sort. Ouais. Oui, parce qu'on est dans une époque où on est encore sur du CD. On est encore, avant de sortir un album, on sort des CD de titres. Exactement. Donc ce qu'on appelle des singles. Hein, et il y a la radio qui est extrêmement importante, etc. Qu'est-ce qui se passe quand ça commence à tourner sur les radios, etc. Il y a quelque chose qui se crée, un engouement déjà. Ah oui, clairement. Ah oui, raz-de-marée, complètement. C'est un morceau qui a touché beaucoup de monde. Et on voit un rappeur qui s'appelle Eminem, mais on commence à comprendre que le personnage fictif, le rôle du Slim Shady, en fait, dans le morceau,
il est prépondérant parce que on le rencontre dans ce morceau-là, mais on le rencontre aussi après sur toute sa discographie, mais dans l'album. Oui, c'est un alter ego d'Eminem. Clairement. Et il aborde des thèmes que les rappeurs n'abordent pas déjà de cette manière-là et n'abordent pas habituellement. Il parle de politique, il est grimé en Bill Clinton, tu le vois dans des clips, etc. Il joue des rôles dans des fast-food où on le voit faire des... Bon, il crache dans le steak des gens, des machins, bref. Ouais, c'est un vrai personnage. C'est un personnage où il fait vivre ce personnage-là, en tout cas. Et justement, c'est intéressant l'imagerie qui se crée autour d'Eminem. Est-ce que Dr. Dre, lui, c'est quelque chose qu'il a façonné ou c'est quelque chose qui était propre à Eminem de base et finalement qui était dans le package, on va dire. Ils se sont dit, bah, le marketing est déjà là, parce qu'il y a un aspect marketing, mais je veux dire, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens où vraiment il y a même une imagerie cinématographique autour de Eminem et de Slim Shady. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui était présent de base ou c'est Dr. Dre qui a mis sa patte et C'était présent de... Excuse-moi. Je pense que c'était présent de base. Et le coup que Eminem a réalisé, c'est qu'il a réussi à faire rentrer Dr. Dre dans cet univers-là. Dans le clip de My Name Is, où tu vois Dr. Dre qui joue le rôle d'un psychiatre. Et on va le voir Vraiment. Et on va le voir dans plein d'autres clips où il joue un rôle. Et sachant en plus, c'est une période où aussi il joue dans des films. En 96, il joue dans Set It Off, Le Prix à payer, un film avec Jada Pinkett Smith, Queen Latifah, Vivica Fox. Et 2001, je crois, il joue dans Training Day. Non, oui, 2001 Training Day, et il joue dans The Wash aussi. Ouais. Donc, bon, Training Day, ça reste le plus grand fait d'armes critique, on va dire. Grand classique cinéma. Donc, peut-être que si Eminem a réussi à le faire rentrer là-dedans et de le faire rentrer de cette manière-là, ça va peut-être encourager après à poursuivre une mini-carrière dans le cinéma. Ouais. Moi, je sais pas vous, mais moi, le meilleur rôle, c'est Batman et Robin. Without Me. Voilà. Vous savez quoi? On va se l'écouter. Parce que, honnêtement, c'est trop un classique pour passer à côté. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy, 'cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, 'cause someone comes along on a mission and yells. On pouvait pas passer à côté de ce clip, Batman et Robin. Et même, j'ai envie de dire, c'est une vraie symbolique, en fait, de ce qui s'est créé entre Dr. Dre et Eminem. Il y a eu une amitié très forte, mais limite, à un moment donné, il n'y avait plus ce rôle. Après, vous allez me contredire, mais on en parlera plus longuement dans la spéciale Eminem, évidemment. Mais il y a eu aussi le fait que Eminem a tellement percé, tellement pété que ils se sont retrouvés à un niveau pas équivalent. Parce que Dr. Dre, ça reste Dr. Dre, oui. Non, mais en termes de génération, ils étaient au même level, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr. Mais après, Dr. Dre, c'est jamais considéré uniquement comme un rappeur. Ouais. Alors qu'Eminem, c'est purement un rappeur. C'est le rap. Et c'est vraiment un élève de la culture. Donc, il connaît tous les rappeurs, il connaît tous les textes de tout le monde et tout et tout. Dr. Dre, très tôt, en fait, dans sa carrière, il a eu la carrière avec Ruthless Records, avec NWA. Déjà, il était sur le toit du monde. Il a eu toutes les voitures qu'il voulait, tout ce qu'il voulait, etc. Après, il y a toute la période d'Esro, où c'est l'architecte sonore de toute cette période-là et tout et tout. C'est-à-dire que là, il est sur sa 3e vie, entre guillemets. C'est bon. Là, il sait qu'il a son poulain qui est meilleur que lui. Allez, il le met en avant, il met toutes ses ressources. Là, il rappe quasiment plus à cette époque-là. Là, à cette époque-là, il prépare son prochain album. Mais voilà, le rap, c'était plus son cheval de bataille numéro 1. Il laissait plus sa production. En vrai, j'ai envie de te dire si, parce que Chronique 2001 sort la même année que Slim Shady LP. Oui, un petit peu après. Ça sort la même année. Ah oui, sur une période de 12 mois, Aftermath, il sort 2 albums. T'as le Slim Shady LP qui fait 4 fois platine et t'as Chronique qui fait 6 fois platine. Donc, alors on va revenir à Chronique 2001, mais là, justement, tu parles du succès commercial de Slim Shady. Est-ce que ça a fait cogiter Dre pour dire, ça y est, je suis revenu dans le business? Exactement. Oui. C'est ça le truc? Exactement. Oui. Dr. Dre n'est pas tout seul. Donc il y a toute l'équipe de Interscope derrière avec Jimmy Iovine et tout. T'as le vent en poupe, allez, c'est reparti. Et il s'entoure. Parce que l'un des talents de Dr. Dre, c'est de savoir très bien s'entourer. Donc il s'entoure d'une véritable équipe avec Mailman, Focus, Scott Storch qu'on verra après et tout. Allez hop, on peut retourner en studio. Ils sont tout le temps en studio, ces gens-là. Donc ils sont tout le temps en train de créer. Et ça se fait un peu naturellement. Et on revit l'économie est repartie, là, ça y est. C'est ça, je me dis, ils peuvent se faire plaisir. Voilà, clairement. Donc on arrive à un gros morceau
c'est 2001. Donc là, on arrive à un chapitre que j'ai nommé l'indétrônable. Donc on l'a vu, succès de Slim Shady, sa cuisine en studio, et là, 99 également, 89. bam, un ovni. Un ovni. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Faut raconter aux jeunes ce qui se passe. Bah. Parce que là aussi, on a un single qui sort. Ouais. Le single, je l'ai acheté, moi. 33 francs. Ouais. 33 francs. C'était le prix des singles des CD de titres. Et c'est des deux titres. Et à cette époque-là, j'avais pas d'oseille. Ouais. Et 33 francs, c'était énorme. quelque Je suis chose, ouais. parti à Giberjeune, je crois. J'ai acheté ça en plus. Ah ouais. Et j'ai acheté 33 balles mon CD de titres. Et dessus, il y avait le son et l'instrumental. Voilà. Ouais, à l'époque, c'était comme ça sur les deux titres. Moi, je l'avais acheté en vinyle. C'était 50 francs, c'était pas 33, tu vois. C'était 50 francs le vinyle. Et voilà, on devient fou. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout, on voit le clip. C'est le clip qui nous a rendus fous, en fait. Alors, on remet le contexte, 99, les sonorités, c'est tout ce qui a été produit dans les années 90, qui a été façonné par Dre, complètement. Et là, pow, Dre, il arrive avec autre chose. Ouais, complètement. Qu'est-ce qui se passe? Complètement. Dre, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans sa vie personnelle, ça va beaucoup mieux. Il est marié, il est heureux. Pour le moment. Voilà, pour le moment. Death Row, c'est quasiment terminé. Affaire conclue, voilà. Suge Knight, il est dans ses trucs, mais il le calcule plus trop. Il a découvert la pouleuse d'or. Eminem. Aux cheveux d'or. Entre nous. Et tout va bien, en fait. Et il s'est réconcilié avec Snoop parce qu'ils avaient eu un petit froid voilà, suite à Death Row. voilà, aussi, suite à Death Row, etc. Dr. Dre n'avait pas soutenu Snoop suffisamment au goût de Snoop par rapport au procès et tout. Donc là, tout va bien. Et il se remet dans un processus créatif. Et ça marche. Et ça marche avec Eminem qui vend beaucoup de CD de ça. Il s'entoure de son équipe. Snoop revient. Allez hop, c'est reparti comme en 40 et on enchaîne. Je pense qu'il faut qu'on s'écoute un son pour donner le là de cet album, cette pépite. Ouais. Quels sont et quels clips, les gars? Style dit, oh, Style Dre. Allez. Dre, c'est obligé. C'est maintenant. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Voilà, on était obligé de mettre ce son pour donner le là fallait le vivre. de ce qui va être le son des années 2000, de ce que Dre a fait en 90, il va le refaire dans les années 2000. Ce son-là, c'est zinzin. On a tout, en fait. On se le disait en regardant. Direct, ça nous entraîne. Moi, j'ai voilà, un peu de frisson en regardant tout. T'as le nouveau son de la West Coast. Complètement. Ouais. Complètement. Une fois de plus, c'est Dr. Dre, l'instigateur sonore de ce truc-là. Dre, c'est un inventeur de courants musicaux. C'est carrément, voilà, il a inventé, entre guillemets, le gangsta rap. Après, il est venu avec tous les sirènes West Coast et tout, la funk, la G-funk, etc. Et là, il revient avec quelque chose, moi, que personnellement, j'appelle le simple et efficace. Oui. Pourquoi simple et efficace? Parce qu'on a le piano, on a la petite ligne. Exactement. En fait, quand tu écoutes l'instru en tant que tel, c'est pas un instru compliqué. Mais Dr. Dre, en fait, là, il se distingue par une formule. Et c'est le Bougarno qui a toujours ce truc-là, c'est que Dr. Dre, il maîtrise un instrument que peu de personnes maîtrisent, c'est le silence. Clairement. Le silence fait partie de ces instruments. Oui. Et c'est ça des instruments qu'il utilise pour ses instrumentaux. Et c'est ça qui simplifie, en fait, la ligne sonore de ses productions. Et surtout que Dre, en fait, tu vas pas spécialement jouer sur les mélodies. Les mélodies, c'est pas les plus intéressantes du monde, etc., etc. Mais sur la sonorité. Dre, il va te prendre un piano, il va te le faire sonner comme le meilleur piano que tu aies jamais entendu de toute ta vie. Pourtant, on en a entendu. Et Dre, il était toujours contre l'idée que le son doit être sale ou grimy. Parce que là, on est dans la période, effectivement, 99, et on est dans la période Mobb Deep, très New York, etc., etc. Beaucoup de sons avec des samples, J.D. là, tous ces trucs-là. Et Dre, lui, il aimait la propreté. Il aimait des trucs qui sonnent lourds, propres. Et dès qu'on entend un instru de Dre, voilà, la clarté, voilà. Et dès qu'on entend un instru de Dr. Dre, que tu sois à Singapour, à New York ou à Kuala Lumpur, tu fronces les sourcils. Le premier truc que tu fais, tu dis, oh là là,
c'est quoi ce piano? C'est quoi ce pied? C'est quoi ce snare? Bien sûr. Ouais. Et je pense que dans 2001, c'est peut-être l'album qui répertorie le plus la touche Dre en tant que producteur. Dans le sens où c'est identifiable directement. Même si ça l'a été dans les années 90 également. Mais là, c'est tellement... tu peux pas te dire que c'est quelqu'un d'autre. Impossible. Et sur beaucoup de titres. Mais j'aimerais qu'on raconte la gestation de cet album. Parce que il y a une foule de titres, il y a une foule de personnes. Il invite qui sur l'album, Dre? Quand même. Ouais. Tout le monde. Bon, Snoop, Dogg. évidemment. Le Dog Pound revient. Hey. Il y a Exhibit, Eminem, il y a Mary J. Blige, il y a Dubsy, MC Ren qui revient MC aussi. Ren. Eh oui, de MC NWA. Ren qui revient. Très important. Ouais, de tête, il y en a d'autres, mais j'oublie, hein, j'ai oublié certains. Mais c'est surtout qu'au niveau de la production, en fait, au niveau de la production, Dre, là, c'est plus Dr. Dre tout seul, c'est l'équipe Aftermath. Voilà. Il y avait, dans les magazines, au début, voilà, ils parlaient vraiment de l'équipe Aftermath, donc tu voyais tous les différents protagonistes, les protagonistes, notamment Mailman, qui coproduit l'album avec lui. Il y a aussi Lord Finesse qui intervient sur l'album, et le fameux Scott Storch. Ah, Dis aussi- parlons-en. The D aussi. Bien sûr. Vu qu'il a perdu ses cordes vocales, il participe à l'album. Voilà. Monsieur On en avait Abdel. parlé dans la première partie de l'émission. Il a eu un rôle important Et- également. Très important de le rappeler aussi, ça rappelle l'actualité récente, c'est qu'il y a un invité aussi dans l'album, un invité fantôme. Qu'on ne nomme jamais, mais qui est très Jay-Z. important. Eh oui, Jay-Z. bien sûr, oui, Parce oui. que oui. c'est lui qui écrit Still Dre. Et oui, alors comment on peut raconter pourquoi c'est Jay-Z qui écrit Still Dre? Bah, tout simplement, Dre et Snoop étaient en studio avec cet instru et ils n'arrivaient pas à pondre quelque chose d'assez bien. Et il faut rappeler, et il faut saluer l'humilité de Dr. Dre et de Snoop à ce moment-là, de se dire bon, on ne sait pas faire, on va essayer de trouver une solution et tout et tout. Et voilà, Dre appelle Jay-Z, ils se mettent en contact et il lui passe l'instru. Et Jay-Z très rapidement, il leur écrit quelque chose. Et Jay-Z, c'est le Jay-Z de 99, donc Jay-Z. Attention. Et c'est quoi les relations entre Dre et Jay-Z, justement? Parce qu'on en a un qui est côte Est, un côte Ouest. C'est comment sont leurs relations? Bah alors tout ce bif East Coast, West Coast, après c'est terminé à la mort de Tupac, voilà, tout ça se calme et les artistes font la paix. Et Dre, il n'a jamais été vraiment dedans en Ouais, réalité. il s'est toujours mis à part. Voilà. Donc ils se sont toujours respectés, se sont toujours appréciés. T'es un grand, je suis un grand, bossons ensemble. La convergence des forces, comme on dit. Ouais. Hein. Sachant qu'il avait déjà travaillé avec des rappeurs new-yorkais. Oui, Pour bien le sûr. premier album d'Aftermath, il travaillait avec Nas pour faire le super groupe The Firm. Donc, on va dire que Nas, à cette époque, est le rival de Jay-Z, mais Dre n'est pas dans cette guerre-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la bonne musique, Le Nasir a tort. tout simplement. Et là, c'est totalement réussi. Succès, c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée. On peut le dire. Complètement. Commercialement et critique, il y a vraiment, je pense, l'album, je le répète encore une fois, qui va redéfinir les sonorités des années 2000. On est en 99, mais c'est un vrai tournant. D'ailleurs, pourquoi il sort maintenant, cet album? Et pourquoi il s'appelle 2001? Il s'appelle 2001 parce que, vous vous rappelez, la personne qui a kidnappé Driver En fait, il avait entendu que Dr. Dre allait sortir un nouvel album et qu'il voulait l'appeler Chronique 2000. Et pour le court-circuiter, il a sorti une compile qui s'appelle Chronique 2000. C'est incroyable. Vu que Shook Knight a sorti le Chronique 2000, ben lui, il a sorti Chronique 2001. 7 ans après le premier Chronique qui est sorti en 92. Et est-ce que c'est pas aussi une manière de lui dire, ah, vas-y, toi t'es en 2000, moi je suis en 2001. Je suis Exactement, Voilà, exactement. tout Il y a simplement. plusieurs sens. Je suis dans le futur, Ouais. tu pourras jamais me rattraper. Ouais. Et qu'est-ce qui. Quelle trace va avoir cet album après sur la musique et sur le rap? Ça redéfinit le son des années 2000. Hein. Clairement, là, on rentre dans quelque chose de plus électronique et de plus clair. Et effectivement, ça donne d'autres perspectives. Le son, c'est pas obligé d'être grimy, new-yorkais, avec des samples sales. Non, on peut le faire d'une manière très claire, très posée. Et surtout que ça, c'est des albums All-Star Game, comme on les appelle chez Parole Véritable, parce qu'il y a tellement de protagonistes, tellement de gens qui interviennent. Pour le bien de ce projet, ça relance encore Aftermath encore plus loin dans leur production. Du coup, ils signent plein d'artistes derrière, il y a plein de projets qui arrivent, etc. Et on a parlé d'un artiste, justement. Le Bougarno disait, il y a Exhibit dessus. Ouais. Ouais.
Est-ce qu'on peut s'attarder 2 minutes sur Exhibit? Mais Bien sûr. Parce que c'est triste ce que je veux dire, hein, mais les gens le connaissent, maintenant les jeunes le connaissent, surtout pour My Ride. Customiser des voitures. Donc, voilà. Alors que non, les amis, bah non. Ah, c'est un artiste complet. Et C'est un artiste. parlons d'Exhibit, comment il atterrit sur cet album? Ben, déjà, son premier album, Exhibit, il sort en 96, à The Speed of Life, où il mène sa carrière. Il est pas en indépendant, pas non plus un artiste vraiment mainstream, mais c'est un album qui fait du bruit, sachant que c'est un album qui sort en 96, et que 96, c'est l'une des meilleures années du hip-hop aux États-Unis. Après, dans la période entre son premier et son deuxième album, c'est là où il rencontre Dre, et où il travaille sur son deuxième album qui s'appelle Restless, où il y aura un morceau qui sera incroyable, produit par Dr. Dre, en featuring avec Snoop Dogg. Enfin, on l'a mis en featuring, mais il ne fait que parler à la fin du morceau. On le voit pas d'ailleurs, Dre, dans le clip? On le voit. On le voit, hein? On le voit. Et le plan, il est significatif. On voit Exhibit au milieu, Dre et Snoop derrière, qui sont, on va dire, en embuscade. Mais le focus est sur... Tu sais quoi, je pense que ça mérite qu'on se l'écoute quand même. Oh, il faut, c'est important. Allez. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the Z and we all in the family. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the Z and we all in the family. Bon, on était obligé de lancer le son. Il Ouais, je faut, vois. il faut faire découvrir aussi aux plus jeunes générations. oui, Peut-être qu'ils, voilà, on est loin de ce qu'ils peuvent penser de Exhibit. C'est du très très lourd. C'est très sérieux. Et donc la collab Exhibit, c'est Dr. Dre qui va relancer un petit peu Exhibit, Voilà, hein, bien sûr. pour le coup. Hein. Bien sûr. Et d'où sa présence sur cet album, Sur cet album. magnifique. Qui va bénéficier le plus, à part Dr. Dre, de cet album? De l'album d'Exhibit, Non, de l'album de Dr. 2001. Dre Ouais. Est-ce que c'est Eminem? Eminem aussi. Et moi, je pense que c'est Franchement, moi je dirais que Snoop, Eminem et Exhibit, les trois. Parce que là, il faut recontextualiser la chose encore une fois, c'est que 99, après l'ère Death Row, tout ça, Snoop et Dre se sont fait un petit peu chasser de Los Angeles, de tous les endroits et tout, parce que voilà, avec leur gang et tout, ils menaient un peu la terreur. Musicalement, c'était plus trop ça. Snoop était parti chez Master P, chez No Limit. Dr. Dre, voilà, il se faisait tout petit et tout. Et là, sur cet album-là, et on le voit même dans les clips, Dre est revenu. Il est revenu, ça y est, je suis Guess dans who's LA. back? Voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Et Dre, il est très revanchard. Dans Studio, il le dit. Voilà, les gens ont dit que j'avais floppé, que c'était terminé et tout. Et ben, mon dernier album, c'est The Chronic. Et je suis revenu et je suis là. Et on le voit dans les clips, dans l'imagerie et tout. Dre est là, il est présent. Il est avec les rappeurs, il est dans les soirées, il est dans le truc. Est-ce qu'il redevient le boss de Los Angeles? Musicalement, oui. Musicalement. Oui, musicalement, on va pas parler d'autre chose musicalement. Oui. Il redevient le boss de Los Angeles. clair, ouais. Et donc, il se réaffirme déjà en tant que producteur, mais aussi en tant que rappeur. En tant que rappeur. Chose qu'on avait un peu oubliée ces derniers temps. Qu'est-ce qui l'a remotivé à se remettre derrière un micro? Moi, je pense qu'Eminem, ça J'allais dire Eminem aussi. Sachant que... Ça l'a challengé? Oui, sachant qu'ils sont... déjà, ils font des scores, ils reviennent, on va dire, le label se porte bien, il y a beaucoup d'artistes avec lesquels ils collaborent, et il y a beaucoup d'événements aussi qu'ils organisent. À l'occasion de la sortie de 2001, ils organisent le Up in Smoke Tour. Ah, ouvrons ce dossier. Je me prépare. Alors, je t'écoute. Non, Up in Smoke Tour, une tournée légendaire. Où, Je crois que c'est la tournée plus dans le grande rap. tournée. Ouais, la plus C'est grande la, tournée. Il y a la pas plus eu- réputée, la plus folle dont on ait parlé. C'était un truc vraiment pour remettre à l'époque. Il y avait des cassettes vidéo qui tournaient, de trucs. Il y a eu une date à Paris. Le Smoke Tour, C'était assez fou, non? Non, mais c'était incroyable, parce qu'on est habitué à aller en concert pour voir un artiste. Mais là, vous avez un menu où il y a Dr. Dre, il y a Snoop Dogg, il y a Exhibit, il y a Eminem, il y a Ice Cube. Ice Cube. Et, les gars, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas. Et tout ça pour promotionner l'album qui est là, Dre 2001. Et c'est une tournée qui va durer longtemps en plus, non? Ah ouais. Ouais. Ça dure plus de 6 mois, je crois. Ouais, avec des gros moyens. Ah ouais, non, le budget est énorme. énorme. Bien sûr. Le budget est énorme. On a l'impression que vraiment Dre, il a dit, ça y est, j'ai gagné l'oseille avec Eminem, je vais en gagner encore plus, mais en vous montrant que je dépense l'argent que j'ai gagné
pour m'asseoir encore plus en tant que boss du game, quoi. Exactement. Justement, il y a plus toutes ces histoires de East Coast, West Coast et tout, donc ils peuvent voyager partout et ils font le tour des États-Unis grâce à cette tournée. Mais je suis pas fou, il y a bien eu une date à Paris, on est d'accord? Ou je suis complètement fou? Parce que là, dans ma tête, je suis en train de me dire, est-ce que j'affabule Franchement, complètement? je sais pas du tout. D'accord. Non, ça me dit rien. Non, ben, je crois que j'ai rêvé. J'ai rêvé. Moi, je vous ai pas dit j'y étais, parce que c'est sûr que je n'y étais pas. Heureusement. Mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'avais cru qu'il y avait eu une date à Paname. Bah, on s'en serait souvenu, je pense. Et non, ou sinon, il y avait une partie où ils étaient à Paris, où ils se filmaient, etc. Dre et Snoop. Oui, ils étaient venus pour le Hit Machine. Ils étaient venus pour le Hit Machine. Voilà, c'est bien, j'avais les souvenirs de. Voilà. Mais je sais pas, pour le Hit Machine. Dre et Snoop pour le Hit Machine. Attention, le Hit Machine, attention. Dre Eminem. Ouais. Le Hit Machine, c'était quelque chose. Le Hit Machine, t'avais Britney Spears, t'avais Dre, t'avais Coolio, Madonna, t'avais Coolio, t'avais tout le monde. C'était. Alors, pour les jeunes. Le Hit Machine, c'est comme TPMP, mais pour la musique. Voilà. Voilà, c'est l'incontournable. Mais tu l'as rappelé, mais on ne se rend pas compte. Une tournée dans laquelle il y a Eminem, donc le plus gros rappeur en termes de vente à l'époque, il y a Ice Cube, légende vivante, Dr. Dre, légende vivante, Snoop, légende vivante, plus Exhibit et plein d'autres artistes, Dopsy, McTen, Nate Dogg. Les Dogg qui est là, enfin, c'est incroyable. Incroyable. On ne se rend pas compte à quel point c'est incroyable comme tournée, donc sold out partout. Hein. Et on a l'impression que tout le monde s'amuse en fait. C'est-à-dire que sur scène, tu as l'impression que c'est en fait une famille qui s'est reconstituée avec des nouveaux membres. On a parlé d'Eminem, mais c'est aussi des retrouvailles entre Dre, entre Snoop, entre Dogg Pound. Il y a tout le monde. Et Ice Cube, je pense que c'est cool qu'on parle d'Ice Cube juste après, pas parce que c'est mon rappeur préféré, mais parce qu'il y a des retrouvailles d'Ice Cube même sur un morceau par la suite. Incroyable, magnifique. Voilà, parlons-en. Alors, parce que c'est après. C'est juste après, mais c'est la même période. C'est la même période. Donc il y avait des embrouilles. Dre, Ice Cube, très compliqué. Comment se font les retrouvailles Dre, Ice Cube? On sait ou pas? Alors, on ne sait pas vraiment, mais bon, ils ont dû avoir une conversation franche entre adultes et ils se sont rappelés. Avec le temps, tu sais, quand tu as des griefs avec une personne, tu ne te souviens que des bons moments. Donc, ils se sont assis, ils se sont compris surtout. Ils ont compris qu'à l'époque, c'était une question de business, ils étaient jeunes. Et qu'il y avait des serpents dans la team. Hein, Voilà. Et Dre, quand il part de chez Death Row, là, il veut plus rien ne faire de près ou de loin avec les gangs. Toute cette atmosphère de gang, de menaces, de ceci, cela, ça ne l'intéresse pas. Alors que Cube, il était encore dedans. Cube, il était, entre guillemets, encore dedans, mais Ice Cube aussi avait grandi. Il faisait des films, voilà, il était plus spécialement dans la rue. On est d'accord, c'est le premier qui est parti de NWA. C'est le premier, donc il mène une autre vie, on va dire, que les autres. Exactement, il produit des films et tout, donc il voit beaucoup plus large. Après, j'ai envie de te dire oui et non, dans le sens où, lorsqu'il part de NWA, le label qu'ils font, il s'appelle de Lynch Mob. Oui, bon. Lynchage, on va pas... En tout cas pour Dre, Ice Cube... Après, c'est un créneau commercial aussi, parce qu'ils ont inventé le gangsta rap. Ouais. Il n'allait pas faire le label Les Fleurs Bleues. Clairement. Et donc, il se rabiboche comme ça. Donc, Cube vient sur la tournée. Et après, on a un morceau qui va arriver sur l'album de Cube. Exactement. Et pour le symbole, avec MC Ren. Donc, il reforme quelque part le NWA. Et puis, dans les paroles, ils disent des choses... en gros, c'est eux qui ont lancé le game, quoi. Clairement. Donc, clairement. Le gangsta rap, c'est eux qui l'ont inventé. C'est eux. Donc, mais c'est eux qui l'ont popularisé. C'est cool de les revoir à ce moment-là, quoi. Ah, clairement. C'est le premier morceau NWA qu'on voit depuis la période de la dissolution. Clairement. Donc, sachant qu'entre-temps, il est décédé. Et non, c'est une super bonne initiative. Et c'est une manière de faire vivre l'héritage de ce qu'ils ont fait auparavant. Parce que dans la musique, moi, j'aime pas parler de passé, j'aime parler d'histoire. Et là, clairement, ils refont l'histoire, ils refont vivre l'histoire NWA par le biais de ce morceau-là. Voilà, et Dre va encore plus marquer l'histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont été influencés, même des producteurs très, très connus, et qui ont été influencés par Dre
sur 2001. Après, ça a donné plein Évidemment. plein d'enfants Ouais, illégitimes de Dre. On a des noms comme ça. Bah, déjà, tous ceux qui sont dans l'équipe Aftermath, Focus, Scott Michael Storch. Elizondo, Scott Storch, etc. DJ Khalil. DJ Khalil. Ouais. Notes. High-Tech, voilà, il y a tout plein de producteurs qui suivent cette mouvance et qui aujourd'hui font toujours le même type de son. Et on le disait dans la première partie d'émission, Dre, c'est un peu lui qui a mis le producteur au centre du jeu. Ouais. au centre du jeu, dans la lumière, etc. Il y en a un qui va bénéficier de ça aussi par la suite, c'est Timbaland quand même, si on parle des années 2000. Complètement. Timbaland, c'est encore particulier parce que lui, il est là depuis longtemps. Il fait un son très particulier. Il fallait juste que les oreilles s'habituent, en fait. Ils s'habituent parce qu'il est là sur les premiers singles d'Alia, de Genuine, de Missy Elliott. Missy Elliott, bien sûr. Et dès lors qu'on commence à s'habituer à son son, on se rend compte que, mais attends, il est très très fort ce mec-là, en fait. Parce que, voilà, c'est toujours une question d'évolution. Les producteurs, ils sont toujours en avance par rapport à leur temps. Il faut que le public rattrape ce retard pour se mettre au diapason, en fait. Sachant que par rapport aux influences, Dre est quelqu'un qui sample beaucoup des morceaux qui viennent de l'étranger. Par exemple, pour What's the Difference, le morceau qu'il fait avec Exhibit Eminem, il sample un morceau de Charles Aznavour. J'ai oublié comment il s'appelle. Qu'est-ce que tu croyais ? Tu croyais quoi ? Je sais plus comment il s'appelle. Mais bon. Tu sais quoi, on va se l'écouter. En plus, c'est le générique d'une ancienne émission que je fais. Allez hop. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coasting. What's the difference between me and you? You talk a good one, but you don't do what you're supposed to do. I act on what I feel and never deal with emotions. I'm used to living big dog style with straight coasting. Yo, I stay with it while you try to perpetrate and play with it. Never knew about the next level until Dre did it. Voilà, c'était bien, encore une fois, on se fait plaisir. Voilà. Je te laisse continuer. Donc, je disais qu'il a une faculté à récupérer des morceaux qui viennent d'ailleurs pour les sampler et les rendre, on va dire, plus audibles pour l'oreille américaine. Et Timbaland aussi. C'est quelqu'un qui va aller chercher des morceaux en Inde, sampler des morceaux égyptiens, etc. Mais je trouve qu'ils ont... après 2001, je trouve que Timbaland, il est aussi parti dans la vibe un peu électronique, dans le son. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un vrai parallèle entre les deux. Et évidemment, je suis d'accord avec toi. Je dis pas que Timbaland, attention, il a pompé Dre ou quoi que ce soit. Je trouve, mais s'il y a bien un mec à qui ça a profité, l'exposition de Dre et la musicalité reconnue, c'est lui, quoi. Bien sûr. Clairement. De toute façon, c'est l'autre producteur star. Des années 2000, ouais. Parce qu'avant, on ne les connaît pas plus que ça. Ouais, clairement. Bon, je pense qu'il est temps de passer à the next episode. On va regarder le clip et ça fait une belle transition. It's the one and only D.R.E. Dr. Dre, Lil Buck. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off them killer streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Wood, Coupe de Ville, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood. What hood? Compton, Long Beach, Inglewood. Donc depuis tout à l'heure, on parle de l'impact qu'a eu 2001 et Dr. Dre globalement, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui, du coup, après ? Parce que, bon, rappelez-moi, son dernier album, c'était... The Chronic. The Chronic. En 92. 99, là. Ouais. Et après ? Après, il s'oriente plus sur la production d'artistes. Donc après, ça devient un producteur à part entière. Voilà. Sachant qu'il y a il signe Eminem en 99, il sort le premier album en 99, mais chaque année, Eminem sort quelque chose. Jusqu'à 2003, où il signe 50 Cent. Et là, ça se passe de la même manière qu'Eminem. On présente le truc à Eminem. Eminem aime beaucoup ce que 50 Cent fait. Il passe à la radio. On lui demande, mais quel artiste vous écoutez en ce moment ? Moi, il y a un artiste que j'écoute en ce moment qui fait des mixtapes qui s'appelle 50 Cent. J'aime beaucoup. Il dit ça à midi. 14h, on contacte 50 Cent. Il est dans l'avion. Il va à LA et il signe. Donc même procédé que Eminem. Même procédé, même formule, même cheminement. Et
même hit après par la suite. voilà. Bien sûr. L'album sort combien de temps après qu'il est signé avec Dre? En quelques mois. Hein. Ouais, quelques ça mois. va assez vite. Hein. C'est en quelques mois. Et là, on voit bien sort que la guerre New York, on n'en a plus rien à cirer. C'est fini, ça. C'est terminé. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, plus de considération. Hein. Après, c'est le business qui rentre en ligne de compte. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que Dr. Dre, après le succès de 2001, il signe plein d'artistes. Il signe King T, donc l'album ne sort pas. Il signe Last Emperor, l'album ne sort pas. Il signe Rakim, l'album ne sort pas. Alors pourquoi Pourquoi ça sort pas? Des différents... Artistiques, mais clairement, je pense que Dre était beaucoup focus sur Eminem. Et il a raison. Et les artistes... Dre est très lent, en fait, dans son processus de création. On dit qu'il est Très perfectionniste. Voilà. Exactement. Voilà. Peut-être même trop. Il y a plein d'artistes qui racontent des Doc séances... Gynéco, par exemple. dans un autre registre. Mais en fait, il y a plein d'artistes qui racontent des séances studio avec Dr. Dre et ils disent ils vivent ça comme un enfer. Parce que Dr. Dre, il est capable de te faire répéter un mot 200 fois. Et il y a des artistes chevronnés, hein, comme Busta Rhymes, comme plein d'autres et tout, qui deviennent fous. Ils perdent leur faculté. Ils disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus rapper ou... Et il le fait répéter, répète, parce qu'il veut... C'est de la science, en fait. Lui, il veut que ça sonne exactement comme il l'imaginait. C'est vraiment un producteur qui te prend, et il te prend par la main et tu dois faire ce que... C'est des mathématiques, ce qu'il fait. Exactement. Vraiment, clairement. Du coup, c'est trop lent. Et quand tu as beaucoup d'artistes, pour faire ça, voilà, il y a que Beaucoup de 24 laissés heures dans pour une compte. journée, tu peux pas... Alors, il y en a plein qui sont sur le côté, mais on l'a dit, donc il y a 50, et il va aussi redonner des petits coups de boost à certains, quand même. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. On parlait de Busta Rhymes. Ouais. Voilà, Busta Rhymes, son plus gros succès avant, c'est 96, The Coming, si je ne dis pas de bêtises. Donc, album incroyable, incroyable, classique, légendaire. C'est un de mes albums préférés, acheté à la Fnac Saint-Lazare. En 96. Et là, il va mettre du Dre avec du Busta Rhymes. Et ça donne. The Big Bang. The Big Bang qui sort en 2006. Est-ce qu'il y a et il a aussi, on parlait de Mary J. Blige. Ouais. On lui doit ses Family Affaires, Ouais, si je dis pas de Family bêtises, Affaires, classique également. Bien sûr. En même temps, il lance des gens, en même temps, il redonne du juice à des anciens. Lui, là, il s'est complètement éloigné du rap en tant que rappeur. Vous pensez qu'il y pense tout le temps? Parce qu'il y a une arlésienne, quand même. On parle souvent de quelque chose. En fait, il y en a deux. Il y a deux arlésiennes. Donc, il y a NWA qui doit se reformer. Et Eazy serait remplacé par Snoop. Ça, donc depuis... Je n'avais pas cette mais information. depuis, ça fait des années qu'on en parle. Ah ouais? Et ils avaient même fait une couverture de magazine où il y a Dr. Dre, Snoop et Ice Cube. Et voilà, dès qu'on a vu ça, tout le monde s'est affolé. Ils vont le reformer, ça va être génial, etc. Bon, c'est jamais arrivé. Et la deuxième arlésienne, comme tu dis, c'est le fameux album de Detox. Ah là, c'est de la vraie détox, là. Vraiment. Pour le coup, après, il y a une théorie qui dit que beaucoup de sons qui étaient prévus pour Detox vont dans les autres projets. Notamment le projet d'un mec de Compton, s'habille en rouge. The Game. Ouais. Ah, parlons de The Game. Ouvrons l'onglet The Game. Alors, donc, on a vu, on l'a dit, 50. Qu'est-ce qui se passe avec The Game? Alors, tu parles de quoi? De l'embrouille entre 50 et The Game ou? Non, avant, d'accord. les Dre et The Game. D'accord, ok. Comment ça Comment ça se fait? The Game, en fait, c'est un artiste de Compton qui a déjà sorti un album qui est signé chez JT The Bigger Figure. Et faut savoir que Dre, chez Aftermath, il a Lil Shady, où c'est Eminem qui performe avec son équipe D12. Oui, il a fait émerger D12 Voilà. en même temps. Voilà. Et Lil Unit de 50 Cent, où lui, clairement, il a un projet, c'est de dominer les États-Unis. C'est-à-dire qu'à New York, il y a 50 Cent et son équipe G-Unit, etc. Mais dans le label G-Unit, il leur fallait un artiste dans le sud des États-Unis, qui est Young Buck, mais à l'ouest, ils n'avaient personne. Donc, en quête de trouver un rappeur à l'ouest des États-Unis, là, on leur présente Game comme un artiste qui pourrait coller à leur image, sachant que lui aussi, il est dans les gangs, Compton, etc. Compton, Il est en de plus. Compton comme Dr. Dre. Et anecdote qu'on a eu récemment, c'est que c'est Game qui permet à Dr. Dre de revenir à Compton. Ah, il n'avait pas l'autorisation. Non, je ne sais pas s'il n'avait pas l'autorisation, mais il n'y était pas retourné depuis. Donc il retourne à Compton
grâce à Game et grâce à la création de cet album-là. C'est-à-dire que tout ce qui se tourne en 99 à LA, en clip sur 2001, etc., ça se passe pas à Compton. Ouais, ça se passe à LA, mais pas à Compton. Ouais, parce que bon, Dre est multimillionnaire, il n'a pas de raison de retourner avec les gangs. En plus, il s'en était détaché, etc. Donc là, Game, qui est affilié à tous les gangs de Compton, il lui permet de revenir dans le quartier, etc. Donc ça doit lui faire quelque chose à Dr. Dre. Et Game est très talentueux. Il faut dire que la personne qui était chargée d'aller découvrir, enfin de ramener Game à Dre, a dit à The Game, écoute, si tu viens... Parce que The Game, au début, ne voulait pas entendre parler de ça. Ah ouais. Au début, ne voulait pas entendre parler de ça. Et l'interne lui dit, écoute, si tu viens pas avec moi, si je te ramène pas, là, je suis viré. Donc, s'il te plaît, viens, tout ça. Donc, The Game vient finalement dans les studios de Aftermath et il voit Busta Rhymes, tiens, Mary J. Blige. Il voit plein de gens comme ça, donc il est impressionné. Là, on est au milieu des années 2000. Ouais, c'est... Enfin, première décennie. Ouais. 2004. Non, pas 2004, Ouais, parce c'est que entre 2003 même. Ouais. 2003. Plutôt 2003. Donc voilà, Game signe. Et très rapidement, Game travaille sur son album. Et il y a plein d'autres artistes qui sont là, qui voient Game leur passer devant. Donc ça commence à créer des tensions dans le label, etc. Mais bon, c'est Notamment parti. avec 50, du coup. Non, pas 50, parce que lui, 50 Cent était déjà sorti. Mais plus je pense à Busta Rhymes ou à Rakim ou des artistes comme ça qui disent... Bishop Lamont, etc., qui étaient déjà dans le label. Et ils voient un kid de Compton qui arrive et qui passe devant eux. Mais on comprend après l'impact que The Game il a eu. Et bon, 5 millions d'albums plus tard, on est obligé de dire, bon, t'as eu raison. Et c'est incroyable. Tu disais tout à l'heure la domination, on va dire le plan d'invasion des États-Unis et de domination, c'est complètement malade. Donc maintenant, il arrive à toucher l'Est, l'Ouest, le Midwest, le Sud. Il touche tout le monde. Ouais. Mais il ne revient toujours pas à rapper. Il n'a toujours pas cette envie. Là, on est d'accord, il enchaîne succès sur succès sur succès. Ouais, c'est incroyable. Il n'y a personne qui peut dire non, Dre, t'as fait une erreur ou quoi. Il est intouchable. Elle est intouchable, clairement. Il est intouchable. Est-ce que, à ce moment-là, Dre va faire des erreurs qui vont se répercuter par la suite ou il fait vraiment un sans faute? Moi, je dirais que c'est plutôt un sans faute. Parce que des erreurs, bon, tout le monde en fait, ça c'est normal. Mais quand on voit ce qui sort, la qualité de la musique qui sort, on peut que le saluer. Effectivement, Bishop Lamont, c'est un artiste qui aurait pu être le nouveau 50 Cent. En plus, c'est un artiste de Los Angeles, donc ça aurait pu faire quelque chose. Mais... À côté de ça, t'as The Game, qui a tout pété. Donc, comment dire que c'est une erreur? Comment dire que c'est une erreur avec le premier album de The Game, The Documentary, qui est un classique, incontesté, incontestable. Et à côté de ça, sur la côte Est, t'as 50, T'as 50 Cent. qui va carrément faire du cinéma, qui va même sortir un jeu vidéo. Ouais. Non, ça va super loin. C'est quand même ouf. C'est de la folie. C'est-à-dire que si on fait un petit pas, 2 pas en arrière, on revient au début de Dre avec NWA et la perception du rap à cette époque et la perception du rap dans ces époques, dans ces années-là, 2000, 2010, sur la première décennie, c'est incroyable le chemin qui est parcouru et Dre est sur tout ce chemin. Il est surtout. Il a toujours fait partie du hip-hop. C'est quand même fou. C'est dingue, hein. Est-ce qu'il devient, souvent on dit, ah ouais, ça devient mainstream, machin. On a toujours ce discours qui dit, ah, c'est mainstream, non. Dre, il devient mainstream ou pas du tout? Finalement, il impose toujours ses idées qu'il a depuis le départ. Et puis, en fait, c'est juste les gens qui se sont mis à adhérer à chaque époque, à chaque ère de Dre. Moi, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça. Il ne cherche pas à être mainstream, il cherche juste à faire de la musique de qualité. Et il y arrive. Il cherche à chaque fois, constamment, il cherche à produire de nouveaux artistes. Et il y arrive très bien. Les chiffres le prouvent. Et même la qualité de la musique aussi. Donc, je pense qu'il impose plus sa patte de cette manière-là. Est-ce qu'on doit parler d'autres artistes produits par Dre? Ou est-ce que, pour vous, là, on a fait le tour, on peut passer à... Non, il faut parler de Kendrick Lamar, les gars. Non, les gars, on peut pas Alors, parler. je pose cette question piège, parce que c'était vraiment une question piège sur Kendrick. Ouvrons le dossier Kendrick Lamar. Parce que, je vous laisse en parler, c'est Dre qui découvre Kendrick, qui le lance. En fait, il n'y a pas... Parce que c'est pas... En vrai, à la base, il s'appelle Kedot. C'est un jeune de Compton qui rappe.
De Compton, encore une Voilà. fois. On pourrait croire que Dre veut vraiment mettre en avant Compton. Hein. Mais non, c'est le business. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un jeune rappeur de Compton qui est signé sur le label TDE, Top Dog Entertainment. Et à la base, Kendrick Lamar, c'est le second couteau de J-Rock, un autre artiste qui est signé chez TDE. Mais Kendrick, en étant le second couteau, en étant le backer de J-Rock, il travaille sur son projet, sachant qu'il a sorti un projet juste avant qui s'appelle Section 80, qui a Ouais, c'est passé un peu inaperçu. voilà. Et lui, il prépare son projet, il a des idées. D'ailleurs, même, il a travaillé avec Fufou, célèbre photographe français. Et Dre, lorsqu'il voit Kendrick, il voit un truc tout de suite. Là où Top Dog mettait J-Rock et Schoolboy Q en avant, lui, il voit Kendrick, il dit non, il y a un truc à faire avec toi. Et c'est là où il se lance dans le processus du premier album de Kendrick Lamar, qui va s'appeler Good Kid, Mad City. Ouais, qui est un album Incroyable. incroyable. Mais c'est pour ça qu'il y a un peu la polémique, est-ce que c'est Dre qui a lancé Kendrick ou pas? Parce que pour moi, il était déjà lancé avant, mais on va dire c'est lui qui l'a révélé. Voilà, clairement. Arrêtez-moi. Bien sûr, c'est comme 50 Cent, il rappait avant, Voilà. il rappait avant, et effectivement. Et donc avec Kendrick, mais je trouve qu'avec Kendrick, on a un artiste peut-être qui est déjà plus abouti et qui a déjà ses propres idées. Il a déjà son univers musical, Voilà. sa manière de fonctionner, effectivement. Donc Dre, il est plus en appui sur ce projet-là, Voilà. plutôt que, en tant que producteur, instigateur, vraiment. Ouais, c'est une joint venture, en vérité. C'est produit par TDE, et Aftermath vient se joindre à la chose, tout simplement. De toute façon, c'est le fameux saut. Tu mets Aftermath sur n'importe quoi, ça marche. Hein. Alors là, on a parlé que de musique, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais on n'a même pas parlé du côté business de Dre, qui est quand même incroyable. Donc il y a Beats by Dre, mais il n'est pas tout seul. Hein, Avec Jimmy Iovine, ouais. Avec Son toujours partenaire lui. de toujours, hein. Exactement. On l'a vu, on a eu Dre au Super Bowl. Ah ouais. Quand même incroyable. Magnifique. C'est fou. Et puis on a Dre dans GTA qui fait des titres exclusifs pour GTA. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. Il y a le film aussi, le film Straight Outta Compton qui sort avec Exactement. Ice Cube, donc qui fait la BO de ce film-là aussi. Et qui est un peu Un peu romancé, voilà. il a la belle part dedans, on va pas se mentir. Hein. C'est que t'as l'impression que c'est un épisode de Captain America. Voilà. Mais tout du moins, ça reste quand même un excellent film, Bien je sûr, trouve. bien sûr. Honnêtement, pour ceux qui n'ont pas envie de rentrer trop dans des détails, etc., je trouve que c'est plutôt cool. Bien sûr, avec des acteurs, Ouais. O'Shea Jackson Jr., le fils de Ice Cube, qui il est est incroyable excellent, dedans, il crève l'écran. franchement. On dirait son daron. Hein. C'est impressionnant. Mais tu vois, Dre, en fait, là, il comprend que il représente pas l'excellence du rap, il représente l'excellence de la musique, et tout le monde reconnaît Dre pour le son, la qualité sonore. Et c'est pour ça qu'il arrive à mettre son aura dans une marque de casques, hein, des casques audio, et ça s'arrache comme des petits pains. Il s'est revendu après pour. Ouais. Chez Apple. Voilà, ça a été vraiment un coup de génie là où personne aurait pu vraiment damer le pion à Dre à cette époque-là, d'avoir cette vision, c'est impossible. Mais surtout que tout le monde faisait des marques de vêtements ou de D'alcool. l'alcool. Ouais, oui. Et lui, il dit non, moi c'est le son, je veux faire quelque chose dans le son. Et qu'est-ce qu'il fait? Des casques, quelque chose que tout le monde peut avoir. Et c'est des casques qui se vendent très cher, mais il en vend des millions. C'est impressionnant. Et sans faire le mec, en vrai, la qualité, elle était pas ouf. C'est vrai que c'était Le beaucoup- rapport beaucoup de qualité-prix, il était. T'avais quand même des marques à côté qui étaient. basses. T'avais des basses bien rondes, et voilà, Voilà. pour les gens Mais c'était tout. Mais... Pour écouter du Dre, c'était bien. Exactement. Tout simplement. Messieurs, merci beaucoup pour cette deuxième partie de Dr. Dre. Merci à toi, Je le rappelle, je conseille à tout le monde d'aller écouter le podcast Parole Véritable. Les gars, c'était un plaisir. On se revoit très bientôt, j'en suis sûr, pour de nouvelles aventures. Yes. Et on se revoit, nous également, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la légende. Why the fuck are they after me? Maybe cause I'm a bastard, or maybe cause of the way my hair grow naturally. Still trying to figure out why the fuck I'm full of rage. I think I noticed this bullshit right around the 5th grade. Paraphernalia in my locker right next to the switchblade. Nothing but pussy on my mind and some plans of getting paid. But I'm a product of the system, raised on government aid. And I knew just how to react when it was time for that raid. Just a young black man from Compton, wondering who could save us. And could barely read the sentences the justice system gave us.